Bonsoir, le vendredi 22 octobre, il est 19h, vous êtes sur la première. Le moment de l'information, voici les titres de la soirée. La pluie redouble d'intensité, ce sera tout ce week-end. Les autorités demandent à limiter au maximum les déplacements. Les services publics sont d'astreinte. La crainte, bien sûr, les inondations sur un sol dur frappé par des mois très secs. Les habitants veillent aussi et s'organisent. Derrière les portes fermées, le Tapura a débattu et l'état vaccinal de certains de ses dirigeants a fait causer. Le conseil politique réuni à Pirée a, dit-on, offert un débat ouvert et passionné. Pas d'ultimatum dans la forme, mais une invitation ardente à se conformer à l'obligation vaccinale. Les détails dans ce journal. Après l'hôpital, les patients de la Covid longue ont encore une route sinueuse devant eux. Il faut réhabiliter les poumons et tous les organes qui concourent à une bonne respiration. C'est la mission de la réhabilitation. Il y a de plus en plus de machines sur le territoire pour cela. Une centaine de patients y a recours tous les jours. Rêver un impossible rêve, dit le chanteur. Eh bien, ils l'ont fait. 44 jeunes de Mopiti partent pour un festival aux États-Unis. C'est la première fois qu'une troupe de Hill s'envole à l'étranger. Un an d'efforts pour trouver les fonds. Nous avons suivi la dernière répétition du spectacle hier soir à Papeete. L'avion décolle dans 2 heures pour Los Angeles. Couleur orange dans le ciel pour les îles du vent et les îles sous le vent, du jaune pour les Tuamotu ouest. La carte de Météo France nous parle de manière très claire. Et avec la pluie, le désordre. Des bouchons sur les routes de Tahiti et des prévisions qui ont de quoi inquiéter, notamment dans les zones urbaines les plus exposées aux inondations. Les habitants des secteurs concernés prennent leurs dispositions. Ils s'inquiètent de cette météo capricieuse. L'épisode devrait durer tout le week-end. Reportage Sylviane Favenec avec Hubert Yao. C'est à chaque fois la même histoire. Ici, sur l'avenue Pomaré 5, les inondations sont systématiques. Alors, dans ce magasin, on surveille avec attention la montée des eaux. Ça va commencer au niveau de la bouche d'égout qui commence vraiment à se remplir là. Et après, il y a tout le quartier qui va monter, donc vraiment à cette partie-là. Et ça va prendre tout le quartier et toute l'eau va monter vraiment jusqu'à hauteur du mollet. Et après, ça rentre dans le magasin. Remonter les affaires en hauteur, protéger les objets les plus fragiles. On fait le maximum pour éviter le pire. On commence à se préparer, donc on met des cartons et après on va commencer tout doucement à rentrer le matériel, donc tout ce qui est tiki, marquisia, parce que ça va commencer à remplir et à monter. Certains ont déjà fait les frais avec les pluies de ce matin. L'eau est montée en seulement quelques minutes. C'était inondé, tout était inondé devant nous, au parking, tout était inondé. Il suffit qu'il pleuve fort pendant 15 minutes. Alors là, tout le parking est inondé et on a à peu près 20 à 30 cm d'eau. Mais heureusement, dans ce quartier, l'entraide entre voisins est de mise. On a décidé de prendre les choses en main. Je prends ma voiture et ma deuxième voiture, je bloque les routes. Sinon, on ramasse toute l'eau qui est au bord de la route, c'est nous qui ramassons. Et à chaque fois que ça inonde, l'eau rentre dans la maison. Et malheureusement, les prévisions ne sont pas réjouissantes. De fortes pluies sont attendues dans la soirée sur les îles du Vent et en particulier sur la zone urbaine de Tahiti. On attend un cumul de plus de 100 litres par mètre carré, ce qui risque de causer quelques dégâts. C'est une situation pluvieuse. On sort d'une période très sèche, donc les sols sont un sol sec en fait est imperméable. Et avec le peu de pluie qu'on a eu durant des mois, ce sol est imperméable vraiment en profondeur, sur au moins 20 cm. Donc les premières pluies qu'on a eues ne suffisent pas à humidifier le sol qui deviendrait une éponge et qui pourrait absorber cette eau. Donc le sol est imperméable. Et lorsque la pluie va tomber, et surtout qu'elle tombe de façon conséquente en peu de temps, va créer des phénomènes de ruissellement et qui va se concrétiser par des risques d'inondation. La vigilance est donc requise, d'autant que ce temps pluvieux devrait durer jusqu'à dimanche. Et des images qui parlent de la situation du côté de Tahiti. Et les rivières se gonflent actuellement de manière marquée. Exemple avec ces images qui nous viennent de la Matatia, du côté de la ville de Punaouia. Une idée torrentielle avec ses eaux chargées de boue, comme vous le voyez. Les images sont signées par notre confrère Ismaël Tayata. Et nous allons sur le terrain à Pirée. Nous allons voir notre consoeur Natacha Silagi avec des habitants. Alors Natacha, bonsoir. Quelle est la situation sur place où la pluie redouble du côté de Pirée ? Oui, alors vous le voyez peut-être dernièrement, mais la pluie vient juste de reprendre ici à Pirée, dans le quartier
Tenaro, juste à côté de la rivière Nahuatl. C'est justement ici qu'en 2017, il y avait eu énormément de dégâts puisque 900 habitations avaient été détruites en raison des fortes pluies. 1,4 milliard, c'était le montant de la facture à l'époque, il y a 4 ans, estimé par le ministre de l'Équipement. Alors vous imaginez bien que lorsque Météo France annonce de fortes pluies, puisque ça va être le cas tout au long du week-end, eh bien les habitants ici restent vigilants. Je suis justement avec Dempsey. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que effectivement vous confirmez que vous allez être plus vigilants ce soir et demain soir? Oui, on va rester vigilants. Vu ce qui s'est passé en 2017, et les Météo France annoncent tous les week-ends que de cette pluie-là, je crois que toute la population de ce quartier va rester vigilante, je crois. Alors aujourd'hui tout le monde est en alerte puisque une partie du bitume était partie, à l'époque on avait retrouvé beaucoup de l'équipement des maisons dans la rivière. Est-ce que ça vous fait peur ces annonces de Météo France? En 2017 tout ça s'est produit. Aujourd'hui, vu les conséquences de 2017, espérons que ça ne va pas empirer encore plus, quoi. On a interrogé un petit peu tout le quartier avant de vous rencontrer ce soir et effectivement c'est la vigilance qui est de mise. Qu'est-ce que vous craignez le plus, que la rivière sorte de son lit? Elle est déjà très forte ce soir. C'est le plus gros problème, que la rivière sorte de son lit, quoi. Et dès que la rivière sort de son lit, c'est sûr que les maisons qui vont être inondées, il y aura beaucoup de dégâts, quoi. Ce sont toujours des annonces qui impressionnent, ces annonces-là, pour le week-end de Météo France? Normalement, le week-end, c'est une période de repos. Aujourd'hui, peut-être pas, quoi. Merci beaucoup, Dempsey. Voilà, vous l'avez entendu, la vigilance est de mise ici dans le quartier de Nahuatl où cette rivière était sortie de son lit il y a 4 ans et où les annonces de Météo France sont prises très au sérieux ce soir. Merci beaucoup pour ce direct du côté de Pirée. Et conséquence du mauvais temps, il voulait manifester contre les projets de construction du côté de Moléa. Ces collectifs de citoyens avaient donné rendez-vous demain matin. Eh bien, l'alerte orange a fait tomber ce projet à l'eau, sans aucun doute. Une partie remise. Et une phrase qui fera causer dans le landerneau politique. Elle est signée par le président Édouard Fritsch. Je pense qu'ils vont prendre leur décision en conséquence. Sinon, c'est moi qui vais prendre la décision. Vous le voyez à l'écran. Édouard Fritsch, donc le président de la Polynésie française, qui s'exprimait hier à la sortie du conseil politique du Tapura, qui se tenait du côté de Pirée, avec ce débat sur l'obligation vaccinale des élus, au nom de l'exemple qui, paraît-il, a fait l'objet de vives discussions entre les différents responsables. Le ton n'était pas des plus consensuels. Compte rendu de ces échanges avec Melissa Chang, Ariata Tayaru et Jérôme Lee. La mairie de Pirée était sous haute tension hier soir lors du conseil politique du Tapura Wiraatira. Le président Édouard Fritsch s'est montré ferme sur l'obligation vaccinale des membres de son parti. Il lance un ultimatum au président de l'Assemblée Gaston Tongson et au vice-président Tehari Alpha. Il leur demande de se plier à la loi et de se faire vacciner. Effectivement, la pression était forte là-dessus ce soir. Je pense qu'ils vont prendre la décision en conséquence, sinon c'est moi qui prends la décision. C'était une réunion riche, sans tabou. On s'est dit les choses. Le président a pris des positions fermes et a donné un délai. Donc je suis rassuré et confiant sur la cohérence du Tapura. À l'ordre du jour, il a également été question de soutenir un candidat bien connu du grand public aux prochaines élections présidentielles. On a décidé de soutenir unanimement la candidature du président Macron aux prochaines élections présidentielles. Pour les législatives, le président a invité les futurs éventuels candidats pour le parti à se manifester. Pour les législatives, justement, les candidats ont jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour se faire connaître. La commission d'investiture se réunira le 26 novembre. Un congrès du Tapura Wiraatira se tiendra ensuite le 1er décembre pour présenter les candidats officiels. Et pendant ce temps, Nicole Sanker, la députée avec son groupe de non-inscrits à l'Assemblée de Polynésie, donnait de la voix. Aux côtés de ses collègues, elle tenait conférence de presse. L'actualité politique du pays a été passée à la moulinette, notamment la question de la relance économique. À l'occasion de cette prise de parole,
Félix Tokoragi a demandé également la baisse des indemnités des élus et surtout la réduction du nombre des représentants à l'APF. Nous l'écoutons, il répond à Patrick Zinsing. Il faut réduire le nombre de représentants à l'Assemblée. Il faut baisser le budget de l'Assemblée de Polynésie française. Et je tiens à rappeler que l'ensemble des représentants que nous sommes au-delà de 580 000 francs pour siéger 2 fois par mois à l'Assemblée, c'est trop cher payé pour le travail que nous faisons. Vous le constatez, la plupart des 57, il faut compter 8-9 qui parlent. Le reste, que dalle. En bref, le pays a obtenu mardi dernier la saisie conservatoire du tonnier chinois Ping Taigrong. Ce tonnier appartient à la compagnie d'un tonnier échoué, vous le savez, sur le récif de l'atoll de Hanoi Nourunga depuis 3 mois désormais. Cette saisie a été demandée par le pays. L'objectif, évidemment, assurer le paiement de la créance qui serait due par l'armateur. Une affaire donc à suivre d'ici quelques semaines. Vie sociale, une trentaine de salariés en pied de grue devant l'OPH. Ils manifestaient leur mécontentement, disait-il, en guise de sonnette d'alarme. Ils dénoncent la gestion des personnels et les retards dans le paiement des fournisseurs. Ce mouvement s'est étalé durant toute la matinée. Nous écoutons un délégué du personnel, Jean-Pierre Tefafana. On est trop nombreux, mal exploités. Il faut arrêter. On a déjà sonné l'alarme le 15 juillet. Et apparemment, on ne nous écoute pas. Bon, ok. Mais maintenant, ce que je veux, il ne faut pas que ça fasse un plan social plus tard dans cette boîte-là. Et après, sans compter, il y a des missions des directeurs qui partent dans les îles, alors que ce n'est pas notre mission. Alors que c'est l'OPH qui paye. Alors que ça, c'est au pays qui doit payer. Donc il faut donner des subventions. C'est pour ça qu'on est tout le temps dans le rouge. Et tous les dysfonctionnements à l'OPH, il faut tout arrêter ça. Chapitre santé et Covid dans ce journal. C'est souvent une course de longue haleine pour les patients hospitalisés à cause de la Covid-19. Une fois quittés l'hôpital, d'autres sont sur la route. Des centaines de personnes doivent passer par la case oxygénothérapie. Leur émission est à ce prix pour faire taire les séquelles du virus. Le nombre d'appareils a augmenté sur l'ensemble du territoire, mais aussi le prix de la facture d'électricité qui l'accompagne. Reportage Eddie Yenko avec Hiro Terrorotois. L'appareillage en oxygénothérapie s'est largement diversifié. Dans cette entreprise, le nombre de machines à oxygène a triplé depuis l'apparition du Covid. Là, tu as des bouteilles à oxygène qui permettent avec un petit sac à dos donc, de se balader comme un sac à main, ou des systèmes avec batterie qui sont ici sur des chariots pour pouvoir suivre comme un petit caddie les patients lors de leur déplacement. Ces appareils, on les retrouve chez Tevahine. En Covid long depuis près de 3 mois, elle utilise 2 modèles. Le plus petit, mobile, sert lors de ses sorties. Ça m'aide beaucoup. Quand je manque d'oxygène, je l'utilise. L'appareil à côté, je l'utilise lorsque je sors. Je vais voir mon médecin. Ce gros appareil ne bouge pas. Par contre, l'autre, je peux le transporter. Ce fournisseur en appareillage suit l'évolution des malades et leurs besoins. Et les agents passent régulièrement pour s'assurer que pour chaque patient, le matériel est adéquat. On vérifie comment leur état général, on vérifie comment ils se sentent, s'ils arrivent à revenir à une normalité dans leur quotidien. Donc on essaye de les solliciter. La maman, elle restait plutôt assise, elle n'est pas forcément à l'aise debout, donc on le respecte tout à fait. On vérifie aussi sa saturation, aussi, bien sûr. La saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang. Pour Tevahine, sans oxygène, son taux avoisine les 90%. Il est de 97 avec. Des patients comme Tevahine, il y en avait des centaines pendant le pic Covid. L'entreprise a ainsi dû embaucher une dizaine de personnes supplémentaires. Pendant le pic, oui, il y a eu beaucoup de visites à faire pour les patients sous oxygène. Mais là, en ce moment, ça va, ça se calme. L'appareillage est pris en charge par la CPS, mais il y a tout de même un bémol. Sous oxygène obligatoire 24 heures sur 24, c'est leur facture d'électricité qui a presque triplé. Un coût non pris en charge. Ah oui, ça c'est cher. Depuis que j'ai branché la machine, comme je l'utilise tout le temps, je n'ai pas le choix. Eh bien, ma facture, elle a multiplié par 3. Selon Teiho, près de 50% des patients refusent ainsi de brancher leur appareil en continu, risquant la désaturation. Certains préfèrent même rendre leur appareil par manque de moyens financiers, risquant ainsi de retourner à l'hôpital.
Et sur l'agenda de la vaccination, des rendez-vous demain, samedi 23 octobre. Rendez-vous dans la matinée du côté de Papeete à l'Institut Frébeau, vous le savez, dans le quartier de Mamao, et à Papara, quartier Otchenasek, pour les gens qui souhaitent se faire vacciner donc contre la Covid-19. Un signe que l'on respire un brin sur le front de la Covid, c'est bien la fermeture du centre d'hébergement de la paroisse Taniera du côté de Bora Bora. 16 personnes ont été accueillies durant la phase aiguë de la crise. La bienveillance du personnel médical et des employés de la plateforme Covid a été louée par les patients. Rosana Mayotta a rencontré le responsable du centre communautaire. À écouter. Au final, ça fait 16 personnes qui ont été reçues dans ce centre qui avait une capacité d'accueil de 10 personnes. Donc on en a eu beaucoup plus évidemment au début et au fur et à mesure le nombre de cas diminuant, on en a eu de moins en moins. Ça n'a pas toujours été évident parce qu'on gère de l'humain. Heureusement que j'ai un personnel dévoué qui était là nuit et jour, le week-end également. Merci aux soignants du côté de Bora Bora. Direction le Caillou. En Calédonie, la vaccination montre des signes de ralentissement. Le gouvernement local a fixé un but, 85% de personnes vaccinées pour atteindre l'immunité collective. Alors, les initiatives se multiplient façon prestation de services. Les infirmiers libéraux ont dorénavant l'autorisation de vacciner à domicile. De nombreux citoyens sont là-bas privés de moyens de locomotion. Un reportage à Magenta avec Teresa Wae et Claudine Dor. Aller vers le patient, c'est l'autre aspect de la stratégie vaccinale voulue par le gouvernement. Depuis mi-septembre, les infirmiers libéraux sont autorisés à vacciner leurs patients sans que ces derniers aient à se déplacer. Dans cette résidence située dans un quartier de Nouméa vit une dame de 80 ans qui s'apprête à recevoir sa deuxième injection. Bonjour madame, comment ça va? Vous avez de la chance, on n'a pas le droit de se toucher. C'est vrai. Chongine Poedi est retraitée du CHT. Infirmière de profession, elle a commencé sa carrière en 1959 à l'ancien hôpital Gaston Bourré. Les craintes par rapport à une épidémie, elle les connaît, tout comme la nécessité de se protéger. En septembre, lorsque le Covid a fait irruption dans le pays, elle n'a pas hésité à demander la vaccination. Moi, j'ai choisi de me faire vacciner. Puis aussi par sécurité pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, puis pour mes amis aussi. Ce n'est plus une épidémie, c'est une pandémie. Alors, dans le monde entier, tout le monde attrape la Covid. Il n'y a pas, comme le dit le chef du gouvernement, ce n'est plus un sujet tabou. Il faut se faire vacciner. Donc, voilà. Marie-Charlotte Letelier est infirmière libérale depuis plus de 30 ans. Chongine Poedi ne fait pas partie de sa patientèle, mais sa vaccination entre dans le cadre de l'opération de proximité qui associe le gouvernement et les bailleurs sociaux. Est-ce que j'ai été sévère avec vous? Attention, hein. Non, ça se passe très bien. Déjà, elle était un petit peu préparée, elle s'attendait à une deuxième dose, donc il n'y a pas forcément de complications à attendre. C'est un soulagement qu'elle soit vaccinée, d'autant que c'était quelque chose qu'elle voulait faire depuis. Mais il y a eu plusieurs obstacles. Elle avait des soucis de santé qu'elle devait régler en amont. Ensuite, il y a eu des problèmes de papier d'identité. Tout ça, du coup, on a réussi à trouver une solution. Et du coup, le fait qu'elle soit vaccinée entièrement, c'est un soulagement pour nous. Un soulagement partagé aussi par la grand-mère d'Audrey, qui recevra sa 3e dose en mars prochain. Voilà. Boxe et chasteté démon. Le sport est une heureuse vitamine pour dire non aux addictions. En premier lieu, à la drogue. Il est un moyen également de dire non à toutes les sorties de route, dont parfois la délinquance. Hier soir à Pirée, c'était une session d'initiation et surtout de discussion, sans faux semblant, pareillement à la vérité et aux vertus que demande la compétition de boxe. Le point sur cette rencontre avec Enere Tayata. Les sports de combat sont très bien pour canaliser tout ce qui est excès de violence, tout ça, frustration et gestion de tempérament. En fin de compte, c'est vraiment aussi là où c'est intéressant par rapport au sport de combat pour justement leur permettre de se canaliser et en même temps d'accepter le cadre. Et ça, franchement, j'ai pu le voir au travers des différents projets qu'on a fait. Pendant 1 mois et demi, on a eu des enfants et pendant le mois et demi, on a eu 2-3 disputes, c'est tout. Vive le sport. À Ariatea, la Légion étrangère menait mission, celle de recruter des jeunes gens désireux de s'engager. Un discours toujours franc, les yeux dans les yeux, et des premiers tests pour peut-être aller plus loin. Une bonne fréquentation pour obtenir des informations. Il faut dire que chaque année, beaucoup de jeunes du Fénois décident de partir au service de la nation.
un jeune volontaire et le sergent David Iorai répondent à Julien Vesco, le correspondant sur place. Ce qui me motive, premièrement, c'est... Voilà, j'ai pas trop de diplômes à l'école, j'ai pas percuté à l'école, on a dit. Voilà, c'est une chance pour moi ça de connaître un autre métier. Au début, ça me faisait peur. Quand j'entendais la Légion et tout, tu fais la guerre et tout. Mais non, là, motivé pour aller, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Ils viennent avec des préjugés, vu que ce sont les parents qui leur racontent ce qu'ils ont connu de la Légion d'avant. Et en venant nous voir pour avoir les informations eux-mêmes, donc ça change la vision. Puisque nous sommes là justement pour leur expliquer que la Légion d'aujourd'hui n'est plus la Légion de 1940. À noter que les contrats initiaux sont de 5 ans avec une possibilité conjointe de résilier celui-ci durant les 6 premiers mois. Le plurilinguisme harmonieux, beau programme signé par la DG2E. Il se déploie actuellement dans toute la Polynésie et bientôt à Haut. Ce sera à partir du 8 novembre, une manière joyeuse de faire vivre la culture et la langue auprès des jeunes élèves des écoles. Durant 24 semaines tout au long de l'année, à raison de 13 heures par semaine à Haut et à 2 heures par semaine du côté de Hamanou, 5 référents culturels viendront faire vibrer cette identité. Maïva Puraga coordonne l'action, elle répond à Mathieu Allo. L'objectif à terme, c'est de réconcilier les familles avec la langue pomoto et d'offrir à nos enfants un bagage culturel, un bagage patrimonial et linguistique conséquent pour entrer dans la vie. De la suite dans les idées avec la culture, ils sont actuellement à l'aéroport. 44 jeunes de Maupiti au départ pour les États-Unis. Ils vont participer au festival Taste of Tahiti, une première pour un groupe de l'île. Pour ce faire, ils ont travaillé dur toute l'année. Cette semaine, ils étaient au complet pour les répétitions musicales et de danse à Papeete. Nous étions hier soir avec ces jeunes qui n'ont pas peur de rêver et de travailler pour y parvenir. Image, Hiro, Terrotoa. Il y a toute une douceur, celle qui, mine de rien, de note en note, nous parle d'une île Maupiti. Sans contrefaçon, la musique a une âme, mais aussi des visages, jeunes et éclairés par un héritage. C'est l'histoire d'une princesse, ça a été déjà dansé dans, je crois, c'est l'île de Huayné, mais l'original, c'est eux. C'est tout ce qui est origine, c'est là-bas. C'est à Maupiti. C'est magnifique, parce que là, je suis très content, étant enfant aussi de Maupiti, je suis très content et très reconnaissant qu'ils montrent leur propre culture de Maupiti et qu'ils puissent véhiculer ça à l'extérieur. Ils ont travaillé plus d'1 an à chercher des fonds, à faire du pain coco et à accrocher des pas et des partitions à leur rêve d'Amérique. Leurs mains ont pétri et leurs pas ont dansé. Et en ce jour de départ, leur tête tourne vers cet impossible rêve. Exporter pour la première fois la culture de Maupiti aux États-Unis. On a fait beaucoup d'efforts, beaucoup, et c'est grâce à ces jeunes-là qui nous ont beaucoup aidés, qui avaient confiance en nous, qui étaient là, qui nous suivaient à chaque fois. Moi, j'étais là, je poussais à chaque fois et eux, ils me répondaient à chaque fois. Là, on est arrivé à la fin et maintenant, ils sont contents, ils veulent partir et enfin promouvoir notre belle île Maupiti. Dans cette aventure, les habitants de Tahiti, originaires de Maupiti, les ont accompagnés jusqu'aux ultimes répétitions, comme un passage de témoin entre générations, cette manière de faire vivre la magie de l'île. Alors ils vont partir, voyage au loin, décidés à partager la ruée vers l'art avec ce peuple d'Amérique émouvant quand on n'a pas 20 ans. Énormément de bonheur parce que voilà, on a dit c'était un rêve. D'abord, mon rêve c'était de venir danser ici à Tahiti, mais là c'est carrément à l'étranger. C'est vraiment un grand bonheur. On ne peut pas dire. C'est la première fois que je vais à l'étranger faire un spectacle. Et c'est un grand bonheur pour moi parce que c'est bien de partager notre culture ailleurs et de montrer aussi que les jeunes, ils ont aussi du potentiel. La vie dans tous ces pétillements, les jeunes de Maupiti vont séduire l'Amérique, leur conquête de l'Ouest à eux, par le chant et la danse, avec peut-être quelques larmes de joie. Bravo la jeunesse et bon vent du côté des États-Unis. On va vous rappeler l'information principale de la soirée. Il est 19h25 sur la première. Eh bien, il pleut, vous le savez.
Alerte orange sur les îles du Vent et les îles sous le vent, jaune pour les Tuamotu ouest. Des menaces d'inondation, des services publics en alerte, équipements, mairies, forces de sécurité. Les autorités demandent de limiter au maximum les déplacements et de ne pas fréquenter les bords de rivières. On en saura plus évidemment demain sur ces conditions météorologiques et leurs conséquences. Coup d'œil sur le programme qui nous attend dans la soirée sur les écrans de la première, de la police avec OPJ 974. On ira du côté de la Réunion et c'est la saison 2. Et après, on va s'intéresser également à la loi avec The Lower, série européenne. Vous l'avez vu à l'écran. Et Réveil Radio demain matin. Toute l'info dans le Transistor avec Epois et Abinera aux commandes et nos équipes sur le terrain des reportages. Soyez donc prudents avec ce mauvais temps et que l'espérance vous accompagne en ce week-end. Bonne soirée, rendez-vous demain soir 19h pour le journal en français sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.